La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Ça enregistre, c'est parti. Bonjour Nadine. Bonjour Anne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci. Je commence toujours par demander aux invités de se présenter. D'accord. Ok, alors moi je m'appelle Nadia Meli, j'ai 34 ans, je suis mariée, maman de 2 enfants, de 4 ans et 2 ans. Ça va faire à peu près 10 ans, un peu plus, 12 ans même que je suis en Europe. Et je suis arrivée en France en 2009. Ok, tu es une Française. Voilà, c'est ça. Je suis arrivée en France en 2009, donc j'ai fait mes études au Cameroun parce que je suis camerounaise, de Douala, où je suis née à Yaoundé, mais j'ai grandi à Douala. Et j'ai fait tout mon secondaire là-bas, le collège, je vais avoir mon bac. Et après, je suis allée à l'Université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé. Je connais, j'ai déjà visité. Où j'ai fait 3 ans, j'ai eu ma licence en comptabilité et finance. Ok. Et j'ai eu à faire un concours, ça s'appelait Écricom, c'était un concours pour les étrangers, enfin, vous pouvez faire l'accès aux grandes écoles en France. Et donc c'était un concours zone Afrique centrale. Ok. Et donc on passait le GMAT. Donc tous les pays d'Afrique centrale, voilà, c'est le même. Chacun dans son pays. Voilà, chacun dans son pays. On allait au CCF à l'époque, c'est le Centre culturel français à Yaoundé. Oui. Et on passait le concours là. En fait, on composait le GMAT. Et le GMAT, c'est en fait un QCM, c'est plein de QCM en fait, qui sont un peu des bases pour plusieurs écoles, que ce soit même en pays anglo-saxon, et qui sont utilisées après pour présenter sa candidature en fait. Parce qu'on a un score à la fin de l'examen. Et avec ce score-là, on peut postuler dans plusieurs écoles du monde, que ce soit Harvard. Wow, c'est vraiment quelque chose d'universel. On va dire c'est un concours un peu universel, et donc il était demandé pour les accès aux grandes écoles en France, et donc j'ai fait ce GMAT là, j'ai eu un score, et après avec ce score là j'ai postulé dans plusieurs écoles en France, et donc finalement c'est l'école ESC Rouen, à l'époque ça s'appelait, aujourd'hui c'est Neoma Business School, qui m'avait accepté, et donc du coup je suis venue en France pour mon master, voilà, à Rouen. Voilà, donc je suis arrivée en France en 2009 octobre, donc j'ai fait à peu près 2 ans de cours séparés par une année de césure, comme on disait. Donc j'ai fait une année en entreprise. Ok. Voilà. Parce que ça montre que j'ai déjà entendu, mais que je ne connaissais pas spécialement. Donc j'ai fait une année en entreprise où j'ai fait plusieurs stages dans 3 boîtes différentes de mémoire. Et j'ai fait des études de gestion, donc gestion, audit, finance d'entreprise. Et donc après je suis revenue, j'ai fini mon master, j'ai eu une majeure audit. Et donc après mon master, j'ai fait un petit stage. Et comme j'avais fait un stage en audit, c'était KPMG en France. Quand j'ai fini mon master, après ils m'ont rappelé quand j'étais en stage de fin d'études. Ils m'ont proposé un poste. Ça c'est chic. J'avoue, c'était assez valorisant, car de me dire, bon, ils ont pensé à moi, j'ai assez bien fait mon stage pour qu'ils se disent, bon, ok, on peut lui proposer quelque chose. Donc, oui, surtout j'imagine que des candidatures, il y en a quelques-unes. Surtout que c'était très prisé à l'époque, je sais pas pour aujourd'hui, mais c'était très prisé à la sortie d'école. Voilà, d'aller dans un Big Four et de commencer sa carrière comme ça, le temps de que c'est trouver, toujours le cas. Voilà, c'est ça. Donc je suis allée chez KPMG où j'ai fait à peu près 4 ans à Paris, presque 5. Et du coup, mon mari était à Bruxelles. Et donc, du coup, pour le retrouver, j'ai fait un transfert
j'ai eu mon bébé, j'ai fait un transfert pour KPMG Belgique et je suis donc venue à Bruxelles chez KPMG Belgique où j'ai commencé là. Mais j'avoue, avant mon transfert, je pensais déjà à sortir de l'audit. Et donc, du coup, quand je suis venue, ici, l'expérience, la barrière de la langue, parce que oui, en Belgique, on parle 2 langues, je ne le savais pas. Non, je suis déjà venue en Belgique, je le voyais de loin, ces espèces de panneaux avec une langue qui ressemble à l'allemand. Oui, mais tu ne te rends pas compte à quel point ça fait partie du quotidien. C'est ça, en fait, où je me disais, bon, le français est quand même prépondérant, et que c'est pas aussi ancré, le flamand, dans le quotidien. Et donc, je l'ai découvert, parce que KPMG était vraiment à Zaventem, dans pure zone flamande. Et 90% de mes collègues étaient flamands. Donc, pendant voilà, c'était assez spécial parce que finalement, on parlait beaucoup anglais pour le travail. Oui. Mais l'audit, c'est beaucoup de socialisation. C'est beaucoup de contact avec les autres, sinon c'est assez difficile. Et donc, finalement, on travaillait en anglais. Et après, au repas, au midi, ces moments où finalement on parle et on te crée des liens un peu. Ils parlaient tous flamand et j'étais au milieu de la scène francophone. Et c'était assez... Parfois, ils étaient assez gentils parce qu'ils se disaient, bon, elle est française. C'est pas sa faute. Voilà, on parle dans nos français. Voilà, c'est ça. Mais c'est tout. Mais c'était quand même assez compliqué. Donc, du coup, ça m'a conforté dans l'idée. Allez, on va pas insister. Voilà, c'est ça. Donc, un peu après, dans la foulée, j'ai eu de la chance. J'ai rarement eu à faire la démarche d'aller chercher un travail. Tu vois, d'aller postuler et finalement... Donc l'audit, sauf quand j'ai commencé avec mes stages, quand j'étais en master, oui, au tout début. L'audit, on m'a proposé de revenir. Là, quand je suis passée chez Europcar, j'étais chez KPMG, donc on m'a proposé, chasseur de tête m'a appelé, m'a proposé, j'ai passé les entretiens. Et c'est comme ça que j'ai démissionné de l'audit pour aller chez Europcar. T'es vraiment passé de l'un à l'autre, t'as pas voilà, eu de c'est battement. ça. J'ai pas eu de battement et je suis allée en contrôle financier là-bas. Et c'était la partie Ubico. En Belgique, ils ne sont plus là, mais en France, c'est du car sharing. C'est un peu comme Cambio, qu'on voit partout, les voitures partagées. Voilà, exactement. Et ça, c'était une business unit de Europcar. Voilà, exactement. Donc, ça appartient à Europcar qui fait la location classique. Et donc là-bas, j'ai fait à peu près 2 ans. Mais comme je dis, je faisais du contrôle financier groupe. Donc j'avais une filiale qui était en Espagne, donc parfois j'allais en Espagne pour suivre. Et après, ils ont fermé la partie opérationnelle de la Belgique. Donc moi, j'étais sur le groupe, je n'étais pas impactée. Mais du jour au lendemain, je suis passée d'une boîte qui était assez dynamique, c'était en mode un peu start-up, parce que bon, même si c'était dans le groupe Europcar, c'était une société qui avait été rachetée, genre assez dynamique, jeune et ainsi de suite. Et donc, du coup, je suis passée d'une ambiance très campus, dynamique, avec toute une équipe jeune, gentille, machin et tout, qui finalement fermé parce que l'opérationnel est parti et il ne restait que les financiers. On s'est pris un petit bureau à l'avenue Louise parce qu'on ne voulait pas venir chez Europcar ici à Zaventem. Et donc finalement, on est resté là et les autres sont partis plus ou moins. C'était une équipe assez complète. Il y avait des Italiens, des Philippins et tout ça. Oui, c'était vraiment... mon responsable était russe. Mais comment ça se fait qu'il y ait cette mixité, cette diversité? Je pense que c'était la volonté quand même de mon responsable à l'époque. C'était lui qui avait fait son équipe. Et je pense que c'était sa volonté d'avoir des personnes qui viennent un peu partout. Il ne voulait pas juste des Français. Il voulait un peu de tout. Parce que lui aussi, il était japonais, russe, belge. Et donc, du coup, je pense qu'il avait... ça l'intéressait d'avoir un truc mixte. Et c'était cool quand même. Et donc, du coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvés juste l'équipe finance. Et après, certains de l'équipe sont repartis à Paris, d'autres ont démissionné. Et donc, du coup, mon responsable a démissionné. Et celle qui le remplaçait était à Paris. Elle a été remplacée par quelqu'un qui était à Paris. Et elle venait pour moi, finalement. Parce que j'étais la seule. J'étais responsable du truc, mais j'étais la seule ici. Donc, toute l'équipe était maintenant là-bas. Ça n'avait plus de sens, finalement. Et donc, quand elle est venue, elle m'a proposé, tu veux pas rentrer en France? Moi, je lui dis, clairement, j'ai quitté la France pour rejoindre ma famille. Ça va être compliqué. Ici, ça va être compliqué. Et dans la foulée, j'étais enceinte de mon deuxième.
Donc je t'avoue, quand je suis partie en congé maternité, c'était un peu... la décision, c'était que bon, quand je reviens, je vais rejoindre l'équipe ici à Zaventem et je viendrai 2 fois par semaine à Paris. J'avoue, ça m'emballait pas trop d'avoir à faire tout le temps de trajet. Avec un bébé, enfant à bas âge, voilà, on connaît mieux. Oui, après bon, le Covid est venu dedans, j'aurais très bien pu le faire. Mais moi, j'accorde beaucoup d'importance au côté un peu social dans le travail. Le fait, même si on est à distance, de savoir que tu as une équipe sur place, tu peux 1 fois par semaine aller sur site voir les gens. Je pense que c'est super important au quotidien et même pour personnellement, quoi, tu vois, pour pas juste être face à ton PC et travailler, tu vois, sortir un peu de la maison, de ton quotidien. Et donc du coup, moi j'avais clairement dit maintenant je veux arrêter. Voilà, j'ai pas encore quelque chose sur la main, mais je vais m'arrêter à la fin de mon congé maternité. Tu vois, et dans la foulée, une fois de plus, j'ai eu, je dis une fois de plus, mais très souvent, finalement, sur LinkedIn ou truc, je pense que pour ceux qui ont déjà pas mal d'expérience, on reçoit très souvent des offres, des propositions. Ça, je vois avec Sorel. Voilà. Quand je suis indépendante, personne ne me chasse, mais ça j'ai bien vu avec Sorel. C'est assez récurrent, donc tu as toujours finalement quelque chose qui passe ou qui pop-up, tu te dis, bon, pourquoi pas. Et donc c'est comme ça que j'ai eu le contact d'un cabinet de consultance qui me proposait de faire mon boulot, mais en consultance et chez GSK. Bon, j'ai jamais fait de la consultance. L'idée c'était de refaire ce que je faisais, donc ça me dérangeait pas, même s'il y avait un intermédiaire au milieu, tu vois. Donc je me dis, bof, de toute façon, voilà, j'ai rien sur la main, j'ai rien à perdre, donc je fais 2 mois à la maison, après le congé maternité. Et donc finalement j'accepte le truc et voilà, je recommence, je vais chez GSK via le cabinet de consultance. Donc chez GSK je fais exactement, j'étais contrôleur financier d'une BU aussi, mais je ne sais pas si tu connais GSK, c'est une usine. Je connais GSK. C'est tout un monde. Je connais GSK. Oui, je connais via le secteur dentaire, vu que les délégués sont constamment à présenter un nouveau produit, mais oui, on connaît la grosse machine que c'est. C'est ça, exactement. Donc pour moi, c'était assez impressionnant. Bon, ok, j'avais fait de l'audit, mais l'audit est vraiment en externe et qui vient contrôler des gens qui sont en interne. Après, j'étais passée chez Roca, qui est une grosse boîte, mais j'étais sur une filiale qui était en mode start-up. Donc, j'avais l'habitude finalement d'avoir toute ma visibilité. Voilà, je voyais tout d'un coup, tu vois. Et là, je passe vraiment dans la grande machine. On me dit, ok, je suis sur la BU qui produit des vaccins. D'accord. Donc moi, quand on me dit ça, je m'attends à voir tout le process. Mais voilà, de la réflexion en laboratoire, la décision, tu vois ce que je veux dire? Donc tout de bout en bout. On me dit, la chaîne... Voilà, jusqu'à la commercialisation, négociation, commercialisation, distribution, voilà. Mais non, on me dit, ah non, c'est le vaccin, mais on est divisé en MPU, comme il disait. Je dis, ok, et tu seras sur le packaging. Je me dis, mais... Donc, en fait, il y avait, avant qu'on arrive au packaging, forcément, il y a le bulk qu'ils vont faire, où ils vont mélanger les constituants, après le filling, où ils prennent le produit pour mettre dans la seringue. Et donc, quand ça arrive au packaging, c'est qu'on met dans la boîte, sur laquelle on a imprimé toutes les indications. Et avant, on va dire packaging, c'était le dernier step, avant que ça n'aille à la distribution. Où maintenant, la distribution, ils sont là, ils gèrent les clients, et ils vont voir. Donc finalement, et rien que ma BU, c'était que du packaging. On était genre 400 personnes. 400 personnes, c'est-à-dire l'usine, les gens, l'administratif. Donc en fait, tu as une société dans la société et tu en as 10. Et on n'est que sur le vaccin. Tu vois? Et encore, je pense que je m'en rendais même pas encore compte, parce que je savais que c'était un gros truc, mais Donc tu vois, et on était genre... plus de 2000, je pense que c'est sur le site à Wavre, il y a peut-être 5000 personnes, je sais pas. Donc là, c'était juste un micro-bout. Et donc, quand je prenais l'organigramme, je me dis, ok, le vaccin, c'est où? Ah ouais, comme ça. Et donc, ça me fait penser à Matrix, tu vois, quand il ouvre la porte et il y a 50 000 portes. C'est ça, en fait. Et donc, tu as l'impression d'être la petite fourmi dans la petite fourmi, et finalement... Et même quand tu veux faire, là, genre, un petit peu dans le jargon financier, tu veux faire un PNL, ça n'a même pas de sens.
Parce que, vraiment, ton produit, c'est quoi? C'est le packaging que tu fais, le carton que tu vas facturer à tel BU parce qu'elle a fait un peu de feeling et ainsi de suite. Non, je veux dire, c'était assez... Non, mais à aucun moment, il y a quelqu'un qui chapeaute tout ça? Oui, en fait, il y a des... Comment dire? Il y a des espèces de... Comment on appelle? Il y a ma responsable, qui était là, on va dire, responsable, la DAF vaccin, tu vois. Et donc, du coup, elle, dans chaque BU comme la mienne, on avait un contrôleur financier, un partenaire financier, comme il disait. Et donc, finalement, elle était un peu celle qui va centraliser, va faire la consolidation de toutes les BU. Et après, eux-mêmes en interne, ils ont des comptables packaging, des comptables filling, des comptables bulk, des comptables... En fait, tu as des petites mains dans tous les sens. Et donc, à un moment, tu te dis... Ils s'y retrouvent. Hein. Après, tout est très process. C'est très organisé. C'est très... c'est très lisse, on va dire. C'est très bien, très lisse. Et donc, du coup, il n'y a pas de place. Moi, j'ai l'impression de rien apporter. Ouais. C'est ça. Mon boulot, c'était passé... Mais lui, devant moi, un maillon d'une énorme chaîne. Et comme tu dis, tu vois pas le début, tu vois pas la fin. Tout est déjà carré et mis en place. Tu peux apporter des solutions quand des petits problèmes se présentent ou bien il y a des questionnements sur OK, on veut faire ça. Financièrement, comment ça se passe? Là, tu interviens, tu dis, bon, financièrement, voici la règle. Tu vois, donc j'avais l'impression, et c'était même le rôle, partenaire financier, c'est comme ça qu'on appelait. Je participais aux réunions de la direction de la BU, mais voilà, j'ai l'impression de passer ma vie en réunion. En fait, c'était ça. Toute ma journée, c'était juste assister aux réunions et répondre au cas où il y a une question financière sur la table. Ce qui arrivait une réunion sur 2. Tu vois? Et après, je faisais la clôture, mais une fois de plus, c'était... C'était... Après, c'est le genre de truc où tu... Voilà, c'est pas très excitant et tu peux le faire tout le temps. Voilà, si tu veux ta planque... Tu t'installes là et tu fais ta vie. C'est un choix de vie. Exactement. Effectivement. Tu vois, et le côté aussi qui me gênait, c'est que, une fois de plus aussi, tu te retrouves un peu externe. Tu es interne mais externe. Je peux m'expliquer parce que t'appartiens pas vraiment au cabinet parce que finalement, tu le vois jamais. Le cabinet en question, tu vois jamais tes c'est collègues juste un agent de liaison. Exactement. Et ceux qui sont en interne, ils vont t'intégrer, mais tu seras toujours un externe pour eux. Tu vois? Et donc finalement, tu te sens nulle part. Tu vois? Et donc j'étais là. C'est vraiment pas ce que tu recherchais parce que je vois que tu te poses plein de questions. Non, là sur le coup, j'étais absolument pas. Et donc là, je fais 3 mois dedans. J'ai commencé en fin septembre. Arrivé sur mai, j'ai un appel d'un cabinet de recrutement qui m'envoie un truc, toujours généralement en finance. Ça va pas très loin. Parce que quand tu as une certaine expérience, généralement, tous les postes se ressemblent, c'est l'activité qui va changer. Tu vois, tu vois, la plupart des postes, on sait très bien, généralement, ce qu'on attend de toi, faire le budget, faire une clôture, faire un machin. Mais après, maintenant, c'est la société qui va changer, la taille, et donc on rajoute de l'équipe. Tu as les juniors à gérer, et ainsi de suite, en fonction de la responsabilité. Mais c'est l'évolution, et on va dire, la fin de cours, c'est devenir directeur financier. Tu vois, j'apprends. Tu vois, après, bon, tu peux te reconvertir, je sais pas moi, en projet finance ou machin, mais généralement, c'est ça la trame. Ça va pas très loin. Et ça, vous en êtes conscient dès vos études? Oui. Enfin, après, je dis pas dès les études parce que moi, je l'ai appris en auditant, en voyant comment dans les sociétés que j'auditais, les gens évoluaient. Après, au fur et à mesure, en voyant en interne, quand j'étais chez Europcar, comment ça se passe. Et là, maintenant, depuis depuis 2021, où je suis chez Bolloré, là, je le vois. Chez Bolloré. Je suis une traître. On coupera cette partie. On coupera. Ouais, ça m'intéresse. Donc, du coup, non, mais j'y suis depuis début 2021, février. Le groupe Bolloré a des activités en Belgique? Oui, en fait, ils ont la logistique ici, au port d'Anvers. Et même à Zaventem, en fait, ils ont un cargo, ils expédient les marchandises par avion. Et, mais à côté de ça, c'est pas l'activité sur laquelle je suis. Moi, je suis sur une activité, on la connaît pas beaucoup, mais on la voit tous les jours. C'est les barrières. Les barrières à la sortie du parking pour entrer dans un bâtiment. Les barrières de la STIB. Oui. Et ainsi de suite, c'est Bolloré.
Voilà. Attends, ils font quoi exactement? Ils produisent, ils produisent, il y a une usine, on produit, on vend de bout en bout. On produit, voilà. On vend, on distribue, on cherche les clients, et ainsi de suite. Franchement, on peut faire de la thune avec n'importe quel business. Allez. Je m'en rends compte, je pense chaque année, parce que je vois des gens vendre des chaussettes et tu vois. C'est vrai que des choses, on voit au quotidien, mais non, il y a une boîte derrière qui est produite, une boîte derrière. en fait. C'est ça. Ça va de soi, mais c'est tellement ton quotidien que tu y penses pas. Ben oui, exactement. Mais j'avoue, avant de connaître, ça s'appelle Automatic System, la boîte. Mais oui, mais c'est même marqué. Voilà, exactement, c'est marqué partout. C'est un truc que je connais. Mais j'avoue, avant d'être dans cette boîte-là, moi, je connaissais absolument pas. Mais maintenant, j'ai l'impression de le voir partout. Mais c'est vrai qu'avant, je le voyais pas. Et c'est vrai qu'ils sont présents. Ils sont présents quasi partout, dans les aéroports même. Les passages immigration, c'est eux. J'adore. C'est lui qui fait les barrières de l'immigration. Bah oui. Donc voilà. Bah oui, c'est ça. Donc, et là, ça te plaît? Ça fait bientôt 2 ans. Ouais. Ça va faire bientôt 2 ans maintenant que j'y suis. Et non, franchement, j'aime bien. Donc, du coup, je le fais du contrôle FIB du coup, pour la Belgique. Et franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien. Comme je dis, c'est vraiment le juste milieu. C'est pas trop petit, c'est pas trop gros non plus. Et donc, là, je vois vraiment tout. C'est de l'opérationnel parce que finalement, j'avais pas vraiment fait, parce que j'étais chez Rocard, j'étais en contrôle groupe. J'avais pas vraiment fait de l'opérationnel. Et donc là, c'est vraiment bien parce que je vois tout, de la production, je vois les stocks, je vois les articles, les problématiques au quotidien, d'achat, les problématiques fournisseurs, les composants. Donc vraiment, je vois tous on va dire, les steps tu as l'impression que tu maîtrises vraiment ton sujet. Exactement. Ouais. Jusqu'à la vente, le calcul des marges, se dire à la fin du mois, est-ce que pour qu'on marche pas bien, sur quel produit, les calculs des KPI, ainsi de suite. Donc là, tu te sens utile. Exactement. Là, je me sens vraiment utile et voilà, je me sens plus dans mon élément et la boîte est sympa, mes collègues sont sympas. Donc... Non, mais oui, pour l'instant... Et tu travailles dans quelle langue ? En français. Et ouais. C'est le fort des Français. Là, on va dire que c'est le point négatif. C'est le truc que je regrette le plus parce que j'ai l'impression de perdre tout l'anglais que j'ai appris ces dernières années en étant chez KPMG ou en étant chez Rocard où je bossais à 100% en anglais avec mes collègues qui étaient tous au français. Et donc là, je perds un peu. Dans un système franco-français. Exactement. J'essaye de me rattraper avec Netflix en regardant mes séries en anglais. Les séries nigériennes? Non, pas seulement, mais un peu quand même. Attends. On va dire la vérité, c'est ce qu'on regarde tous en anglais. Mais ça va. À part ça va. Ok. Ah bah écoute, ça c'est un bon début, Tu as un peu brûlé les étapes parce que... j'ai essayé de faire tout. Mais on va quand même revenir sur certains détails. Mais avant ça, j'ai toujours l'habitude de demander aux invités, est-ce que le mot afropéenne, c'est un mot que tu connaissais? Non. Pas du tout, je t'avoue, non. Après, quand tu m'en as parlé comme ça m'a tilté direct. J'ai vu la signification, mais j'avoue, j'en avais pas encore entendu parler. Ok. Et est-ce que maintenant que tu comprends ce que veut dire ce mot, est-ce que tu te sens concernée? Ah oui, totalement. Totalement. Ok, ça c'est chouette. Et comment tu t'es sentie quand je t'ai proposé de participer? Comment tu as reçu l'invitation? J'étais intriguée quand même. Déjà le mot me parlait. Et après, quand tu m'expliquais le but du podcast et le déroulé, ce que tu attendais... Mais je me suis retrouvée totalement. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, c'est ça, c'est ma vie. Donc voilà, c'était bienvenu. Et je me dis, c'est toujours bien de parler un peu de... Je pense qu'on a des choses à partager. Voilà, à partager, exactement. Ok, donc on a déjà bien avancé sur le sujet qui est ta vie, mais est-ce qu'on peut juste retourner un tout petit peu en arrière et que tu nous parles un peu de ton enfance, parce que tu as déjà écouté quelques podcasts, tu as vu que les gens ne deviennent pas ce qu'ils sont par hasard, ça commence très tôt, je suis toujours super curieuse de savoir à quoi ressemble cette petite enfance, l'adolescence, voilà. Alors, en enfance,
Alors, mes parents sont du Cameroun. Donc, j'ai grandi un peu... Enfin, je suis née à Yaoundé, donc j'ai grandi un peu à Yaoundé, puis à Douala. Mais je suis partie à Douala, je devais avoir, je sais pas, 4 ans, 5 ans. J'étais vraiment petite. Et mon père, ma mère, ils ont 4 enfants. Donc, 2 garçons, 2 filles. Et donc, on a tous grandi ensemble. Bon, enfance plutôt heureuse, calme, avec un père très strict. C'est vrai, pour le coup. Très strict, très à cheval sur les règles, sur l'école. Pour lui, les études, c'était très important. Ce l'est toujours. Hein. Pour lui, c'était vraiment un moyen de s'élever socialement. Parce que je pense que ça a marché pour lui. Et donc, pour lui, ça va de soi que ça marchera pour les autres. Et je pense que j'ai grandi avec cette idée que de l'école, enfin faire des études, c'était important et bien les faire, c'était aussi important. C'est-à-dire avoir de bonnes notes à l'école et voilà, suivre son parcours. J'avoue, mon père, c'est mon exemple dans le sens où mon père, il est d'une famille polygamique. Et à sa mère, ils étaient 5. Et mon grand-père, malheureusement, est mort très tôt. Lui, il était encore très petit. Et donc, c'est son grand frère à lui qui l'a élevé. Donc, il a eu la chance. Son grand frère a pu faire des études, a pu être, on va dire, quelqu'un dans l'administration. Et donc, a pu financer aussi ses études à lui. Et donc, il a pu faire de très bonnes écoles. Il a eu un doctorat en mathématiques à Philadelphie, aux États-Unis. Et il a fait la Wharton School en finance. Je connais ce nom, mais je c'est une école de la Ivy League avec Harvard et tout ça. D'accord. Et donc, du coup, c'est très coté. Oui. Et donc, il est sorti de là avec... Je pense que j'ai déjà vu une fois la liste des écoles Ivy, et c'est comme ça que j'ai... Exactement. Je crois que c'est l'école d'Hillary Clinton, d'ailleurs, je pense. Et donc, du coup... Il a fait ça dans les années... C'était dans les années 80. Tu vois, ça date, 83. Bah, c'est surtout qu'à l'époque, je sais pas si on avait... on avait déjà ces accès-là. Mais je pense que c'est parce qu'il avait justement un grand frère était excellent, qui était un peu... qui attachait aussi de l'importance à ce que ses frères fassent des études. Et à l'époque, il y avait encore des bourses. On poussait un peu à l'excellence les jeunes qui voulaient aller loin. Et donc, du coup, il en a profité, il s'est battu, il y est allé. Et donc, il a fait un MBA Finance. Et donc, quand il est rentré, il a travaillé dans une société de l'administration à Yaoundé. La SNI, je crois qu'elle existe toujours. Et donc, du coup, il y a fait ses débuts de carrière finance. Et après, il a décidé d'aller dans le privé. C'est comme ça qu'il est venu à Douala. Et il est entré chez Géodis, qui fait de la logistique. C'est un concurrent de Bolloré, d'ailleurs. Chez Otis Géodis. Ouais, c'est ça. Et donc, il a fait ses armes là-bas. Il est devenu DAF. Et après, il a quitté pour ouvrir sa propre boîte de logistique. Et qu'il dirige toujours aujourd'hui. Oui, tu vois. Donc, quand tu vois ça, tu ne peux qu'admirer. Et tu te dis, c'est un jeune qui part de rien quasiment, qui a eu de l'air de certes, mais il doit très bien plus... juste se dire, bon, mon frère est quelqu'un et je reste tranquille. Mais il s'est battu jusqu'au bout. C'est un parcours d'excellence. Voilà, et donc très tôt... la pression, hein. J'avoue. En tout cas, il nous mettait la pression. Mais là, un peu moins avec l'âge et tout. Voilà, et je pense qu'il est quand même... Il s'adoucit. Et je pense qu'il n'est pas trop dégoûté de nos différents parcours à mes frères et moi. Mais j'avoue qu'en grandissant, très vite, il m'a parlé de finances, de compta, de chiffres. Je me souviens mes stages, quand j'étais en 4e ou 3e, mes étés, si j'avais 2 mois de vacances, je passais 1 mois et demi dans sa boîte à faire la compta. C'était très fun pour mon âge, j'appréciais, je veux dire, j'étais ravie, mais avec du recul, ça m'a donné l'amour de ces chiffres. Ça, c'est l'école des parents, on comprend plus tard, mais sur le coup, c'est dur, waouh. Tu passais ton mois d'août ou de juillet le matin je me levais, j'allais passer la journée en train que je tenais la caisse, je faisais ça, tu vois, je faisais le tour des petites boîtes qu'il avait. Et après c'est comme ça que j'ai appris. Du coup, quand je suis arrivée en seconde, j'ai fait une seconde ES, on appelle ça ES maintenant. Quand je suis arrivée en seconde ES, j'avais déjà mes notions de compta en fait. J'avais déjà mes notions de compta, de commerce.
commerce. C'était déjà une indépendante avec Voilà. une entreprise à gérer. C'est ça. Et donc, j'avoue, C'est comme génial. il m'avait poussé dans ce bébé comptabilité, C'est très vite, vraiment j'ai eu la génial. passion. Et j'avoue, mon secondaire, c'est-à-dire ma seconde en terminale, j'ai cartonné. Enfin, si mes collègues de Liberman m'écoutent, j'étais première de ma classe de seconde en terminale. Waouh. Ça, j'en suis fière. Ouais, ça, Donc, c'est bien. mais c'est Bah, parce que écoute, j'aimais. faut être fier. C'est parce que j'aimais. Enfin, je me retrouvais, je comprenais. Ouais. Et j'avais cette conviction que dans tous les cas, je veux faire des chiffres, quoi. Je veux me faire... Et la commission, tu l'as eue enfin là à l'école ou déjà quand papa te formait? Je pense que je l'ai eu à l'école. Parce qu'au début, quand j'étais en 4e, 3e, je faisais des trucs. Bon, je me disais, bon, ouais, ok, c'est là trop tard. Mais c'est au fur et à mesure qu'on rajoutait le côté à côté, enfin, un peu de commerce, un peu d'analyse, Oui. un peu... Tu vois, je Le me disais, package ah commençait à oui, j'aime t'intéresser. bien, tu vois, ah oui, j'aime bien. Ok. Et je pense que ça se ressentait finalement au quotidien. J'aimais aller en cours. Enfin, je peux te dire que j'étais même parfois surprise. Quand je recevais mon bulletin, je voyais que j'étais première de la classe. Parce que tu te dis, enfin, je fais juste mon truc. Je kiffe juste ce que je suis en train de faire. Je révise, mais je me forçais pas. Tu vois, j'avais pas l'impression que Tu étais dans ton élément. bataillais. Voilà, Tu c'est étais ça. dans ton élément. Je bataillais. Pourtant, je n'étais pas une élève très, enfin, on va dire, forte quand j'étais en premier cycle. Hein. C'est-à-dire du 6e en 3e. J'étais plutôt moyenne, quand j'avais du 11, du 12, des notes un peu moyennes partout, plutôt bonne en français, mais ça s'arrêtait là. Les maths pures, non, c'est sûr, mais les chiffres à côté, ça passait. Voilà, tu vois. Donc finalement, sur ce côté-là, je pense que mon père m'a beaucoup influencé sur mes choix d'études, de carrière. Ouais. Après, et sur ce que je suis, en tout cas, professionnellement aujourd'hui, c'est à 100% mon père. C'est mon exemple. Il le sait, ça. Ah oui, c'est C'est vrai. Il le sait, c'est mon Ouais. exemple. Moi, je l'admire. Voilà, c'est mon boss. Eh Je ben, l'admire franchement. beaucoup. Il est dur. Ouais. Enfin, en tout cas, non plus. Mais quand j'étais adolescente, par moment, je trouvais qu'il était dur, il était strict. Voilà, il n'y avait pas trop de sorties. Voilà, il y avait ses règles. Tout le monde savait, ah non, les règles. Mais maintenant qu'on est plus vieux, mes frères et moi, je pense qu'on a compris où ils voulaient. Maintenant, vous avez vous-même des enfants, vous Ouais. vous dites, ah, c'est donc ça. C'est ça, en fait. C'est donc ça qui se passait. Exactement. Donc, du coup, non, mais je me retrouve totalement en lui. Voilà. Si c'est ce qu'il voulait pour moi, je l'ai fait sans effort. En tout cas, il ne m'a pas forcé. Ouais. Parce que finalement, ça m'a Bah écoute, il a une vision, il a Voilà. tapé juste. Exactement. Ouais, et je pense qu'il l'a tapé juste aussi pour ma sœur, parce que je pense qu'elle peut dire pareil, elle fait pas finance, elle fait assurance, mais c'était... C'est le même parcours à peu Voilà, près. c'est le même parcours à Ok. peu près, les écoles, ainsi de suite. Eh ben, bravo papa. Si jamais tu nous écoutes, tu as fait du beau boulot. Ah oui, donc en fait, tu as eu ce parcours, enfin, au début, sans intérêt pour toi, Oui. mais tout doucement, tu es re-rentré, et puis tu nous as Exactement. expliqué comment tu es arrivé en France, puis en Belgique. Exactement. Et je voulais savoir, comment est-ce que tu vois l'avenir? Avec tout ce que tu as comme background. Mais pas que professionnelle, hein, je veux dire aussi en tant que femme noire dans cette Europe qui est la tienne désormais, hein, c'est ta vie ici maintenant. C'est ça. Comment tu vois les choses? Bah, l'avenir... bon, pas se mentir, le climat en Europe maintenant est un peu bizarre. Tu vois, on vit là, mais on sent bien au quotidien que ça change, qu'il y a un peu de remous, il y a la guerre en Ukraine, tout ça. Avant, ces événements étaient plutôt lointains, tu vois. Maintenant, on sent bien que ça impacte notre quotidien et même plein d'autres choses, hein, sur pas mal d'autres sujets. Finalement, ça impacte notre quotidien, l'éducation, l'avenir des enfants. Moi, je me vois bien aujourd'hui peut-être continuer un peu dans ce que je fais professionnellement. J'avoue, après le Covid et même jusqu'à présent, je pense fortement à me reconvertir peut-être dans quelque chose de moins, on va dire, normal. Enfin, rester devant son PC, faire ses chiffres, et ainsi de suite. Peut-être sortir un peu de ça et avoir une activité un peu plus simple,
Je sais pas, bon, je dis simple. Moi, quand je dis ça, je pense, je sais pas, être fleuriste. Tu crois? Non, parce mais que là, c'est grand écart. Peut-être pas à temps plein. Oui. Mais tu vois, je me vois bien dans une activité un peu plus créative. Ok. Tu vois, peut-être pas à temps plein, mais peut-être sur le côté. Tu vois, je me suis testée pendant le Covid, j'avais un peu de temps, forcément, j'étais à la maison comme tout le monde. J'avais commencé un peu à vendre des bijoux. Oh, bah oui. Attends, mais je n'étais pas au courant. Bah si, j'avais commencé à vendre des bijoux. J'apprends des choses, c'est fou. Tu vois, des bijoux que tu fabriquais toi? Non, malheureusement, je ne fabriquais pas, mais j'avais eu contact, parce qu'à l'époque, mon frère habitait en Chine. Et donc, du coup, il m'avait donné des contacts de fournisseurs dans la ville, il était à Guangzhou. Dans la ville où il était. Et donc, du coup, il me faisait un peu l'intermédiaire, il m'envoyait des photos, moi je choisissais, il revenait, j'avais fait un packaging, et ainsi de suite. Et donc, du coup, enfin, elle existe toujours la page, mais j'avais ouvert une page sur Instagram où voilà, je proposais des produits, voilà, ça a commencé à prendre un peu, j'ai eu pas mal d'achats. Et un peu après le Covid, malheureusement, lui, il a quitté la Chine. Et donc, du coup, j'ai un peu arrêté. Je me disais, bon, il faut que je retrouve quelqu'un qui va me servir d'intermédiaire pour aller faire l'achat et m'expédier des trucs. Et après, bon, on va dire, la vie tu t'es laissé reprendre. Voilà, je me suis laissé reprendre par mon quotidien. Je vais toujours dans le côté de ma tête parce que c'était pas seulement, on va dire, c'était plus un test, ce truc de bijoux, que vraiment la finalité. Je sais que je veux plus mettre la main dans le côté un peu plus créatif. Comme je dis fleuriste, je rigole, mais ça me parle vraiment. Composition florale, décoration, ce genre de choses. Mais comme on disait avec Bolloré, je pense qu'il y a moyen de faire tout. Enfin, c'est... Il n'y a pas de petit business. Il y en a vraiment pas. Et je pense que quand tu mets ton cœur à faire quelque chose, les gens le voient, les gens le sentent. Exactement. Et, dès qu'il y a un peu de qualité. Ben oui, tu vois. Et donc justement, c'est ça, j'attache beaucoup d'importance, vraiment. C'était des petites pièces, des petits bijoux, mais ça me tenait à cœur, effectivement, de faire un packaging intéressant, d'avoir une présentation intéressante, une histoire derrière. Et je pense que c'est ce qui a un peu marqué les personnes qui ont commencé à se mettre sur la page, à acheter un peu ce que je proposais. Et donc, je pense que, sans me jeter des fleurs, sur ce plan-là, je pense que j'ai des skills, mais qui me manque souvent le temps. Et même, parfois aussi, je me cache derrière le fait que j'ai pas le temps. Tu vois? Donc, il faut oser. Aussi, voilà, parce que là, tu passes quand même... d'un domaine très particulier à un autre très particulier. Exactement. Mais bon... Et t'as déjà eu à développer ton côté artistique? Enfin, quand tu étais plus jeune, tu faisais une activité? Non, pas spécialement. Je faisais un peu de musique, de la flûte. Mais j'aimais beaucoup danser aussi, je faisais un peu de cours de danse. Mais j'avoue, avec commencer le travail... tu t'es laissé happer. Je me suis laissé happer par le quotidien, la vie de famille. T'as pas développé ce truc que tu aimais bien. Et donc finalement, non, j'ai on a qu'une vie. Exactement. Donc non, dans le futur, je me vois... Faut pas mourir avec des regrets. Exactement. Être un peu plus attentive à ces aspects-là et ne plus laisser... ce bureau m'avaler toute crue. Et donc c'est pour ça que ça m'inspire, tu vois, quand j'ai écouté les autres dames du podcast qui finalement osent sortir de ce quotidien-là et se lancer finalement parce que finalement c'est là où on va chercher nos rêves, tu vois, même si on aime ce qu'on fait au quotidien, très souvent nos rêves, nos envies, nos finalités sont ailleurs. Et dans donc, des choses qu'on n'ose pas, dans des choses qui sont peut-être parfois, selon notre culture ou notre éducation, pas valorisées. Exactement. Donc, c'est pas là qu'on nous a poussés et c'est pas là qu'on irait non plus, tu vois. C'est ça. Et j'ai très peur que c'est pas là qu'on va pousser non plus nos enfants, tu vois. Moi, je me dis, est-ce qu'on va pas se retrouver à reproduire les mêmes schémas? Bon, je sais pas, mais je pense que notre génération est un peu plus ouverte aussi. J'espère. Parce que je pense qu'on observe la société d'aujourd'hui et on se rend compte que être artiste, ce n'est plus... Parce qu'avant, je pense qu'à l'époque de nos parents, c'était un peu une tare d'être artiste. Parce que bon, après, c'est toujours le cas, 1 sur 1 million réussissent. Mais... Oui, puis on a l'impression que c'est pas un vrai travail. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas transpiré. Mais pourtant, c'est du travail. Hein, c'est énormément de travail. C'est énormément de travail. Comme les jeunes font maintenant. C'est énormément de travail. Mais c'est vrai, c'est... Oui.
Mais je pense qu'on s'en rend compte. Mhm. Oui, parce que les choses se savent aussi de plus en plus. C'est ça. Ok, bah écoute, j'ai découvert Nadia artiste. Donc c'est comme ça que tu vois l'avenir. Oui, franchement, je me vois plus dans l'avenir. Continuer peut-être mon boulot, oui, c'est un problème. Mais peut-être oser plus mon côté créatif. Ok. Et surtout me laisser... Eh ben, c'est tout ce voilà. qu'on te souhaite. Hein. Ouais. En tout cas, tiens-nous au courant dès que tu lances ta marque de bijoux. Ah bah, elle existe déjà, ma marque Ah de mais oui, bijoux. bah écoute, tu me transmettras parce que je vais réussir à intégrer tout ce qu'on me dit dans le podcast. Parce que normalement, je suis censée mettre, tu sais... les références, les sites. Okay. Et j'ai encore un peu de mal, mais je vais y arriver. Donc tu me donneras ça. Et est-ce que tu as l'impression dans ton parcours que avoir été, que être une femme noire, c'est quelque chose qui a influencé positivement, négativement, ça n'a jamais été un sujet? J'avoue, j'ai jamais ressenti, heureusement. À l'école un peu quand même, quand j'étais en France en école, il y avait parfois, je me disais, c'était pas clair, mais par moments je me disais, c'était quand même des réactions un peu limites. Je me disais, bon, peut-être c'est parce que je suis africaine que je suis un peu mise sur le côté. Ou bien que de prime abord, les gens vont pas venir à moi pour faire un groupe d'exposés, machin. Ou que les personnes qui viennent, ce sont des gens de l'Afrique du Nord, comme les Tunisiens, les Marocains. Ou des Canadiens qui étaient là dans l'école, des étrangers. Et on va dire les Français même, de prime abord, s'ils allaient vers un étranger, ça devait être un Américain ou un Coréen. Tu vois, des étrangers, mais pas d'Afrique. Oui. Tu vois, ils évitaient les Arabes, les Noirs. Voilà, c'est ça. Sauf quand, au bout d'un ou deux exposés, ils se rendaient compte que nos groupes Elle n'est pas bête. Nos groupes se formaient. Après, ils s'éclataient un tout petit peu et ils venaient nous proposer: ah, mais t'as déjà quelqu'un dans ton groupe? Juste peut-être parce qu'au cours d'avant, le prof avait dit: ah oui, très bien, c'était bien pensé, machin, tu vois. Et on se dit: ah, c'est là. Donc, tu vois, là, une fois de plus, il y a de l'intérêt, mais intéressé. Oui. Voilà. Donc, c'était juste ces trucs où je te dis: ah, peut-être. Après, sur un coup, tu balais, tu te dis... On veut bien de ton cerveau. Voilà, mais pas du reste. Pas le paquet. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, tu t'attardes pas. Mais après, en entreprise, dans la vie professionnelle, j'ai jamais eu l'impression d'être... j'ai eu la chance, j'ai pas eu de mots ou de remarques racistes. Peut-être parce que j'ai souvent été dans des boîtes assez oui, je pense que ça aide aussi, donc je pense que ça a beaucoup aidé. Et les seuls moments parfois où je disais: bon, les mecs, concentrez-vous, c'est quand peut-être je me souviens quand j'étais en audit, dans la BU où j'étais, il n'y avait que de noirs, filles en tout cas de mon grade, même que de noirs en fait, des femmes en tant que femmes. Et à chaque fois qu'ils nous croisaient, ils appelaient soit l'une, enfin c'était pas toujours les mêmes, hein, mais ils nous appelaient: ah mais comment tu vas, Mélène? Et à elle on disait: ah mais comment tu vas? Donc ils nous appelaient, ils voyaient pas la différence. Voilà, c'est ça. Alors que bon, physiquement en tant que noir, on se ressemblait pas du tout. je peux croire, je veux bien croire. On se ressemblait pas du tout. Je mettais des lunettes, enfin je veux dire, elle était plus grande que moi, enfin je veux dire, le truc, tu te dis aucun rapport. C'est ça, j'avais tout le temps des tresses, elle était cheveux au vent, enfin je te jure, tu te trompes pas, quoi. Mais après, c'était vrai, c'est ça en fait. C'était au début quand on venait d'arriver, parce qu'on était entrés la même année. Et donc après, avec le temps, ils nous ont différenciés, oui. Mais j'avoue, au début, ils étaient un peu perturbés, ou quand on changeait de tête. Je me souviens une fois, le vendredi, je suis avec un associé, tout se passe bien, on se salue, ok, bon week-end, machin. Je suis d'abord de rire. Le week-end, je crois que j'avais des cheveux courts le vendredi, et le week-end, ils avaient assez poussé. Je me dis: bon, je vais me faire des tresses, ça change. J'ai eu la bonne idée de me faire des tresses jusqu'au dans le dos, quoi, tu vois, des rastas bien longs et tout. Donc le matin, j'arrive, je me sens trop fraîche, j'entre dans l'ascenseur, bam, je tombe sur l'associé. Ah mais bonjour Mathias, comment tu vas et tout. Le mec, tu vois, il bug. Je le vois bugger. Je le vois quand tu vois dans son regard qu'il cherche, il se dit: la façon dont elle réagit, je dois forcément la connaître. Oui. Mais son logiciel est en train de faire. Je lui dis: c'est moi. Nadia. Oui, j'ai changé de coiffure. Il rigole, il éclate de rire. Il dit: ah mais oui.
Je peux dire que toute cette semaine-là, tous mes collègues avec qui, enfin, des Français avec qui, enfin, j'avais déjà eu à prendre le contact, on se parlait déjà, tous ont à plusieurs moments bugué avant de se rendre compte que c'était moi. Et donc là, je pense que c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, j'ai fait les rastas, c'est ma coiffure jusqu'au bout, quoi. Ouais. Tu vois, si c'était un choix, enfin, je sais qu'il y en a plein qui s'en foutent, mais ça m'avait trop saoulée d'avoir à justifier ou alors à expliquer à chaque fois, ah non, c'est moi. Tu vois, c'est ça. Et donc je pense que finalement quand on vit ici, on est souvent face à ce genre de choses. Là forcément c'est pas du racisme, ils ne font pas exprès. Ça se discute, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, des gens qui vont dire oui sur des micro-agressions. Mais pour me faire l'avocat du diable, quand je suis arrivé en Belgique, donc j'avais 13-14 ans, et on a été inscrits dans l'école qui était à côté de la maison. Et c'était une école à Schaerbeek, à majorité avec des Arabes, des Marocains, mais même pas que, hein, parce qu'il y avait, à l'époque, c'était les Kosovars, il y avait eu la guerre au Kosovo. Et je me souviens que, donc, c'était le cours de gym, donc on quittait par exemple le cours de physique, on allait en gym, et donc j'allais avec toutes mes camarades, et puis après elles allaient se changer, donc elles enlevaient leur voile. Ah oui. Tu vois, et puis moi je me changeais beaucoup plus vite, et puis après on se retrouvait dans le préau, je savais plus où était ma classe, je ne reconnaissais personne. Ben oui, parce que sans le voile, les cheveux, il y en avait qui étaient blondes, je savais pas, il y en avait qui étaient brunes. Et je pense qu'on se rend souvent pas compte, ça change énormément la coiffure. Ça change vraiment beaucoup, et donc moi il m'a fallu quand même un bon mois. Pour commencer à dire ah oui ça c'était je me focalisais sur les yeux, je cherchais d'autres traits parce que les cheveux c'est fou, c'est 50% de la personne. Donc là je me fais l'avocat du diable et je me dis non, moi je considère pas que ce soit, surtout qu'après tu vois quand la personne tilt, non mais c'est ça part en fourrie, ça part en malaise, on rigole et tout, en fait c'est ça. Mais pour la personne qui est en face de toi, ouais, c'est chaud. Comme tu dis, ça t'a saoulé, tu t'es là. Oui, moi ça m'a saoulé, surtout que malheureusement c'était en cabinet, donc on tournait pas mal d'équipes. Et donc du coup, d'une semaine à l'autre, tu pouvais faire 2 semaines avant de revoir ton collègue, quoi, parce que, les gens de ta promo, et vous voyez aujourd'hui, vous partez en mission, vous vous revoyez dans 2 semaines à l'afterwork, machin. T'arrives, en plus c'est la nuit, t'arrives, t'as un tissage, alors qu'il y a 2 semaines que t'as vu, t'étais t'arrives, t'es blonde, tu vois. Et là, tu dis, mais... Avoue, parfois, on abuse avec nos coiffures. Franchement. On abuse avec nos coiffures. Une fois les rastas bleus, le lendemain t'as mis un tissage. Je comprends. Maintenant ils ont pour nous c'est un jeu, on s'éclate avec ça. C'est ça, tu vois. Mais pour les Européens qui ont la même coiffure de leurs 12 ans à... Et il faut pas se mentir, eux aussi quand ils changent, tu te dis waouh, ça. Mais c'est rare. Moi, je connais pas beaucoup de personnes que je fréquente, de personnes blanches que je fréquente depuis des années qui ont changé quoi que ce soit. Ah, tu vois. J'en connais très peu. Quand ils changent, ça les change. Ça les change. Parce que j'ai une collègue qui a refait une couleur il n'y a pas très longtemps, elle a coupé court, elle est arrivée, je me suis dit, mais quelqu'un d'autre. Et tu vois, là, ça m'a révélé le truc que, effectivement, nous, on change tout le temps. C'est, voilà. Et on se reconnaît toujours. Bah oui, nous entre nous, on est habitués. Nous, on est habitués, on voit que... Enfin, je sais pas. Choc de culture. Voilà, c'est la culture. C'est la culture. Mais je me souviens des repas, même à midi, une fois, j'avais mis un tissage où j'expliquais à des collègues garçons, mais hyper intéressés, hein, super intrigués, parce qu'ils ne comprenaient pas comment j'étais au cours. Il y a 1 mois, j'ai fait des rastas, là. C'est une vraie question existentielle. Je dis, mais Nadia, comment ça fait pour pousser? Je dis, mais attendez, je vous explique. C'est un soir, mais je pense que maintenant, sur Internet, on en parle maintenant, plus. Ils connaissent, quoi, tu vois. Oui, et surtout que maintenant, même les femmes blanches font des rajouts, des tresses. C'est des devenu, nattes même, des vulgaire, rastas et tout. Donc je pense que maintenant c'est un peu plus vulgarisé qu'il y a 10 ans. Il y a plus de couples mixtes aussi, donc voilà. Le mythe est brisé. C'est bon. Non mais non, t'as long joué, mais t'es des rajouts. T'as changé de tête, ça te va bien. Le mec hyper intéressé. Ah oui, non mais j'étais choquée quoi. J'étais là, bon ok, je t'explique. Tu vas chez le coiffeur, tu vois. Ah ouais, c'est des vrais cheveux. Ah oui.
Tu vois, le truc... Mais c'est un autre monde. Hein. D'un... Pour le mariage de ma soeur, je devais me coiffer, mais on était tellement à la bourre sur tout, j'ai laissé tomber le coiffeur. Et donc, genre 2-3 heures avant, il fallait quand même que je fasse quelque chose de mes cheveux. J'ai fait, en parlant de Jette, j'ai fait tous les coiffeurs de Jette, parce que c'était sur mon chemin pour aller à l'église. Et quand tu rentrais, tu voyais vraiment les femmes, elles étaient... Non mais madame, des cheveux comme ça. Enfin, c'était la panique. Et je disais, mais juste faire un brushing, quelque chose. Ouais, c'est un autre monde. Ouais. Mais bon. Et sinon, comment est-ce que tu vois l'avenir? Comment on disait? Jeune femme noire dynamique. Je pense que ma priorité reste d'éduquer mes enfants dans ce monde qui est de plus en plus complexe. C'est difficile, apprendre les choses, essayer d'être là pour eux, être un peu de sécurité le temps qu'il faut. Donc là, c'est ma priorité. Ok. Après, ensuite, le côté professionnel, développer. Oui, comme tu as dit. Comme je disais. Et j'avoue aussi, le point d'interrogation, c'est rester une afropéenne ou pas. Parce qu'aujourd'hui, je me sens effectivement bien dans cette société. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si jamais je veux découvrir autre chose, vivre dans un autre contexte ou à travailler ailleurs, c'est le moment de le faire. Et c'est pas plus tard. Tu restes ouverte à ça? Ah oui, totalement. Totalement. Les enfants, avec les enfants et tout. Non, ils sont encore en bas âge. Je me dis au contraire, pour eux, c'est le moment d'apprendre plein de langues possibles. Tu vois, au contraire, non. Je pense que nous, on avait déjà commencé à voyager dans le sens où notre terre d'origine, c'est pas ici. On est déjà des migrants de certaine façon. Juste. Donc, à partir du moment où tu as migré une fois, je pense que tu n'as plus trop de barrières à migrer 2 fois, 3 fois. Surtout moi où j'étais en France, je suis venue en Belgique. Je peux te dire que maintenant tu me jettes, je sais pas, à l'autre bout du monde. Tu te refais. Je me refais. Donc là, totalement. Au contraire, même, je pense que c'est un truc qui me tente en mode. Génial, nouvelle aventure, nouvelle vie. Et je me dis, au contraire, pour les enfants, ça peut être aussi. C'est sûr plus, que quoi. Je veux dire, même ça si peut c'est pas le faire 2-3 ans, voilà. Ça peut pas. Tu vois, c'est plus tard qu'ils ont vraiment des potes avec qui ils ont des connexions, ils veulent plus trop partir, voilà. Où ça les touche un peu plus. C'était je trouve qu'avant 10 ans, il y a encore moyen de leur faire découvrir le monde, quoi. Qu'ils aient un truc à raconter plus tard. Ok, super. Et juste avant de finir, je demande toujours... Il y a quelqu'un qui s'amuse là-bas. Je demande toujours aux invités, est-ce que tu aurais quelque chose comme un livre, un film, une musique, un mantra, quelque chose qui t'a accompagné le long de ton parcours? Quelque chose qui t'a peut-être pas accompagné, tu te dis ça, franchement, j'aurais aimé le découvrir plus tôt. Je sais pas. Est-ce que tu peux un mantra, non, je pense pas à un mantra. Après, je suis plutôt terre à terre et plutôt basique, classique. Je suis une chrétienne croyante, pratiquante un dimanche sur 2. C'est déjà très très bien, vu la vie de fou qu'on gagne ici. Voilà. Donc j'avoue que très souvent, quand je cherche ma force, je le cherche dans la parole. Je vais le dire comme ça, tout simplement. Mais en termes de bouquins qui m'ont marqué et qui continuent à marquer, que je continue à recommander quand on me demande « Ok, t'as des livres qui t'ont marqué, qu'est-ce que tu recommandes ?» Ce sont les livres de Chimamanda Ngozi, qui est nigériane et qui a écrit pas mal de bouquins. Et là, j'en ai attaqué un. Ah oui, Americana. Ah, justement, celui-là, il est pas mal. Parce que je trouve que finalement, c'est un peu ce que nous sommes aujourd'hui, les Africains qui essayent de grandir dans l'Occident, ou soit aux États-Unis, ou en Afrique, ou ici en Europe. Je trouve que, moi personnellement, je me suis retrouvée dans cette histoire et je pense que ça parlerait, surtout aux femmes, parce que c'est une histoire de femmes, ça parlerait vraiment aux femmes africaines à l'étranger, en Occident. Je suis ton conseil de façon prémonitoire. Mais elle a 2 autres livres que je continue à recommander, c'est L'autre moitié du soleil. Oui. Il est très très bien, ça parle un peu de...
l'histoire d'une famille de couple, deux amis, et ainsi de suite, mais à l'époque de la guerre du Biafra. Et donc, c'est la guerre entre le Cameroun et le Nigeria. Enfin, non, c'était même au Nigeria qu'il y avait le Biafra qui était une péninsule du Nigeria et ils voulaient être indépendants. Et en fait, leur drapeau, c'était un soleil. Ok. Donc, en fait, l'histoire, c'est deux sœurs, une qui va se marier, l'autre bientôt, un blanc, en plus, un occidental qui est là. Et il y a aussi un boy, comme on dit, en fait, un homme de maison, qui raconte aussi l'histoire de son point de vue à lui. Et finalement, ils sont pris. Finalement, c'est leur vie. Pris dans le tumulte de cet événement historique. Ok. Et en plus, c'est un peu déroulé comme ça. Ah, ça c'est chouette. C'est c'est un de ces romans, j'ai bien vu, dont tout le monde parlait beaucoup. Donc j'ai hâte. Je finis d'abord celui-ci. Mais surtout que c'est un pavé. Hein. Oui, c'est un petit pavé. Mais ça se lit bien. Un peu plus petit quand même. Pas trop pavé. Mais qui on n'en a pas beaucoup parlé. C'était l'hibiscus pourpre. Oui. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Là, par contre, c'est un peu plus dur. Parce que c'est un père qui éduque ses enfants à la dure. Et finalement, il y a un drame. À lire. C'est assez... Ça pose la question de, finalement, la légitimité entre le respect de ses parents, l'abus parental, et comment, toi, en tant qu'enfant, tu dois faire la part des choses. Comment tu le vis. Comment tu dois donc grandir plus tard. Dans un contexte très africain, oui. C'est très parce que je crois que c'est des questions qui se posent réellement chez nous. Voilà, exactement. C'est un contexte très africain et c'est un papa respecté et ainsi de suite, mais plutôt abusif dans sa relation avec ses enfants. Et finalement, la mère commet l'irréparable parce qu'elle aussi, elle subit des abus. Oui. Et donc, comment tu te positionnes quand ta mère, ton père, et, tu vois. T'as spoilé. En plus, je me suis dit dès le début, tu vois, tu le lis, mais qui est justifié. Donc, bref, allez. Ok. Mais bon, en tout cas, c'est 3 livres t'as bien fait, c'est bon, là, tu vas qui donner m'ont envie. marqué. Et franchement, je recommande jusqu'à aujourd'hui de lire et relire. Parce que je m'y mets. Voilà. En plus, c'est africain, quoi. C'est vraiment dans des contextes africains, ça parle. Je m'y mets. Merci beaucoup, c'était super félicité avec toi, j'ai appris beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Ah mais je suis contente parce que moi je ne me trouve pas très intéressante d'habitude, écoute, apparemment personne ne se trouve intéressant et pourtant je bois vos paroles et oui, et puis tu as détaillé ce que tu fais, qui est un domaine, enfin je veux pas dire, c'est pas obscur, mais tu vois pour les gens de tous les jours, pour les everyday men and women, la finance ça reste... c'est assez opaque ou c'est chaud. Et ici, t'as vraiment bien expliqué. Et donc oui, non, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert artiste. Franchement, c'est vraiment chouette. Et donc ça fait vraiment plaisir de partager ce moment. Et je te remercie. Merci à toi. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Voilà les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!